ce soir, Paris donc remporte une deuxième Ligue des Champions. On a quand même basculé. On est dans un moment, parce que dans l'histoire du foot des clubs français, on a eu parfois des périodes, des bonnes périodes. Alors on pense tous à Marseille, mais jamais il y a une confirmation. Il y a jamais, c'est une suite, ça a été un jour de gloire, mais sans lendemain. Mais en fait, ce soir, il y a quelque chose quand même qui s'est confirmé. Et ça, historiquement, c'est une première. Ça n'arrivait pas. C'est une première. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un football en club, un football d'épopée. Oui. C'est-à-dire l'épopée stéphanoise, l'épopée marseillaise. Ouais, voilà, ou en tout cas une saison où, ils sont vraiment dessus, mais où tu n'as pas l'assise, tu n'as pas la structure pour vraiment confirmer l'année d'après. Et là, c'est vrai. Et moi, je ne pensais pas, je ne sais plus, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, je ne pensais pas qu'un jour, on serait en position de se dire on a un club français qui domine l'Europe, pas simplement gagne, mais domine le football. C'est incroyable en fait comme idée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui jamais était arrivé. Le simple fait de gagner une Coupe d'Europe, c'était déjà miraculeux. Et là, non seulement il gagne, mais il règne, et en plus, il y a une marque sur le jeu. Parce que moi, j'oublie pas ce truc-là. C'est que Paris non seulement gagne, mais en plus imprime mange le cerveau des autres sur le jeu. C'est-à-dire que tout le monde cherche à contrer Paris. C'est drôle parce que moi, je trouve que cette saison, Paris nous a offert une palette, on va dire, beaucoup plus variée. Si vous regardez même le match aller contre le Bayern, le match retour, c'est pas, on va dire, c'est pas la même problématique posée, ils y répondent. Ce soir, une nouvelle fois, Arsenal, là, le roi du gel ou du fakir, ou je ne sais quel... Le fakir, vous avez dit le fakir, celui qui endormit ses adversaires. Non, ils ont quand même réussi ils arrivent à répondre à beaucoup d'interrogations posées. Depuis la période dont on parle l'année dernière, depuis City, il y a 1 an et demi, je trouve que ce soir, c'est le plus gros piège duquel ils sortent. Parce qu'il y a eu Villa, ils ont souffert, mais sur un Villa qui poussait fort. Voilà. Liverpool là-bas, pareil. Qu'est-ce que j'oublie encore le Bayern. Enfin, il y a eu le Bayern, mais où c'est 2 matchs différents. Là, c'est un match sale, c'est pourri, c'est pas beau. Ils sont pas beaux à voir, ils truquent. C'est vraiment presque un peu à l'ancienne, tu vois. Et on n'avait pas vu cette configuration-là contre le PSG. T'as raison, c'était du foot à l'ancienne. Sur un match en plus. Et ça veut dire que, d'une manière, ils y répondent aussi. Alors oui, ça vient au tir au but, mais ils répondent à ça. Et c'est la première fois, je trouve, qu'ils étaient confrontés à un truc sale, mais vraiment sale. Et pas sale dans l'intensité, sale dans tout ce qu'on n'aime pas dans le jeu, en fait. Et ils ont répondu à ça, et je trouve que c'est effectivement une grande force aussi. La fête est belle en France, et la fête est belle notamment à Paris. Nous sommes aux abords du Parc des Princes, nous sommes passés en plein pot, excusez-moi pour ce terme, c'est du jargon, mais voilà. Nous sommes au Parc des Princes, les fumigènes sont là, mais tout va bien pour l'instant. Dans la joie et dans la bonne humeur. Nabil, vous demandez la parole depuis quelques minutes, sans vous énerver. Vraiment, non mais vous êtes d'une sérénité, c'est sûr. Vraiment. Ce que lui a dit Luis Enrique, lui a dit ne t'énerve pas. J'ai basculé dans une autre dimension. Nabil, sur peut-être cette période historique, on va dire rare. Bah oui, mais en fait c'était intéressant de revenir un peu quand vous avez commencé par parler sur le fait que... Non, mais sur le fait qu'en fait, en gros, moi, en fait, ce soir, j'ai le début d'un sentiment de réparation. Je m'explique. Je trouve qu'on a été quand même très souvent, globalement, sur le bilan, mal payé. Je ne dis pas que le football français devait avoir autant de Ligue des Champions que l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Mais je trouve que le delta qu'on se prend, je trouve que la raclée qu'on se prend sur l'écart, je trouve qu'il ne reflétait pas totalement la réalité en fait footballistique. Alors je trouve qu'avec ces 2 coupes, ça nous fait remonter un petit peu et il y a un début de réparation. 3-1 pour la France, puisqu'on n'oublie pas nos amis marseillais, mais bon, si ce soir c'est le club rival, mais ça fait 3-1 et Marseille participe à cette œuvre. On est à une victoire de rejoindre le Portugal qui est à 4. Bien sûr. Les Pays-Bas sont à 7. Attention, avec 3 clubs, le PSV, Feyenoord et évidemment l'incroyable Ajax. On va voir Giovanni, sur cette ère, sur ces quelque chose, ça vous inspirait quoi, Giovanni, ou peut-être autre chose, pardonnez-moi. Sur l'inspiration c'est déjà d'avoir la chance d'avoir une équipe qui joue, parce que ça fait 3 ans moi que je suis le PSG. Depuis 2 ans je vis des moments exceptionnels grâce à cette équipe au stade, et le foot ça peut un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même vivre des émotions et avoir du plaisir, et cette équipe parisienne elle est fantastique. Et Mémé, pour vous répondre ce que vous disiez c'est vrai que Paris cette saison a proposé autre chose, notamment ce match retour à l'Allianz Arena où ils ont répondu à plusieurs données, et la
finale va dans ce sens. Ils ont affronté quelque chose de bien plus fort qu'ils ont eu la saison passée. C'est les blessures et les pépins physiques. Mais l'an passé, pendant 6 mois, tout le monde est plein ballon, ils sont à 100%, ça cavale dans tous les sens. Et la gestion cette saison, pourquoi Paris a été moins dominant, et ils le sont moins parce qu'ils pressent moins bien, parce qu'ils ont moins les cannes. Et quand on voit les visages de Kvaratskhelia, Vitinha ce soir et qu'on compare avec les images de la saison passée, on a tous en mémoire le sprint du Géorgien en finale, et bah ça dit tout de la difficulté physique de cette saison pour les Parisiens, d'où l'adaptation et peut-être une empreinte un peu moins forte dans le jeu. Qu'est-ce qui serait plus dur que cette saison? La saison prochaine, puisque à peine la saison terminée qu'une intersaison commence qui va nous passionner. On sera là d'ailleurs tous les soirs pour le mondial. Donc l'an prochain, bis repetita. La Coupe des Champions, là, le trophée des champions entre le vainqueur de la Ligue Europa, la Super Coupe d'Europe. Voilà, Super Coupe d'Europe. Le 12 août. Et puis à 12 août déjà. Et on continue et on recommence pour une nouvelle saison. Bon courage à eux quand même. Oui, bon courage à eux, mais en 2 mots, ils bénéficient pour pouvoir se projeter, ou plutôt ils exploitent, parce que c'est pas ils bénéficient, mais ils exploitent parfaitement quelque chose qu'ils ont longtemps mis de côté, c'est ce que leur propose la Ligue 1. C'est-à-dire la Ligue 1 leur donne cette marge pour pouvoir se gérer et faire cette montée en puissance. Arsenal ne peuvent pas se gérer. Tous les week-ends en Première Ligue, tu te prends un gros adversaire, tu ne peux pas trop faire tourner, etc. Enfin, tu es challengé tous les week-ends. Paris, on l'a vu cette saison, j'avais l'habitude de dire, la première partie de saison, pendant plusieurs mois, la Ligue 1 était leur tapis de course, parce qu'ils n'avaient pas fait de préparation, etc. Et en fait, ils faisaient leur préparation à travers des matchs de Ligue 1, même avec des compositions complètement hybrides que tu ne pourrais pas faire dans un championnat beaucoup plus dur. Oui. Vous savez, on a fait le 11 de départ des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont le plus joué en Ligue 1. Ouais. On avait des Zabarni, on avait des Beraldo, on avait l'attaque qui était et ça, pas c'est du une tout anomalie pour l'équipe qui a quand même conservé son titre de champion de France. C'est qu'en fait, la marge existe. Et c'est pour ça, et je finis là-dessus, que l'idée de te dire un triplé, mais en fait, compte tenu du fait qu'ils arrivent à se gérer sur les compétitions domestiques, c'est pas complètement fou. C'est pas complètement fou. Cette équipe est tellement forte sur des moments où elle choisit d'être forte. Parce que mentalement, parce que techniquement, parce que tactiquement. Dans une année post-Coupe du Monde. Didier Deschamps va détester la référence suivante. Il y a un pays dans l'histoire du football qui a gagné la Ligue des Champions plus le mondial. Vous savez qui c'est ? L'Allemagne. Il y en a un qui a bon. C'est l'Allemagne. Allemagne 74. Allemagne 74 avec le Bayern 74. Bien sûr. Voilà. Bravo. Oui, mais c'est. Est-ce qu'on peut dire aussi parler des recettes du succès? Allemagne de l'Ouest. La recette du succès, c'est aussi la continuité en fait. Aussi. Malgré l'enveloppe qui est démesurée, et il n'y a pas de limite. On a un entraîneur qui refuse de prendre des joueurs et qui dit non, moi j'ai mon groupe, je le sens bien comme ça, j'y retourne avec lui. Là où tous les autres font craquer la banque, et donc tu retournes avec tes 2 recrues dans la nasse. Oui, mais Lucas Chevalier, Zabarni qui a fini le match et Lucas Chevalier qui aurait pu rentrer. Pardon, mais alors on se répète et on va se faire engueuler par Luis Enrique à chaque fois. Est-ce que le prochain mercato va falloir... Là oui. Pardon, mais là oui, parce que qui réussissent le recrutement. Sur la séance de pénalty, on était déjà en train de se dire, en fonction de comment ça va basculer, qu'est-ce qui aura fait peut-être que Paris n'a pas été au bout de cette Champions. Tout de suite, on s'est dit, t'es un peu court quand même sur le banc en fait. Ça passe, mais tu sens que sur la fin de match, ça aurait pu craquer. Tu sens que les joueurs qui sont rentrés, certes, ils ont été courageux, mais tu sens que les Hernandez, tu sens que les Zabarni, tu sens que Beraldo, tu sens qu'il va falloir apporter quelque chose de différent sur l'apport du banc. Après, tu perdras aussi peut-être quelques joueurs, parce que quand tu fais 2 Ligues des Champions de suite comme ça, est-ce que certains voudront continuer, voudront changer d'air T'es pas trop mal avant mais disons que sur le renouvellement, il faut au moins renouveler à 30% l'effectif. On l'entend beaucoup dans la rubrique Mercato, transfert hypothétique pour l'instant. Non, Gonzalo Ramos qui pourrait quitter ses partenaires. Ton socle de titulaire, comme il est jeune, et c'est un truc de fou en fait. Beaucoup d'envoyés, c'était 26 ans. On ne se rend pas compte de ça en fait. Quand on parle de dynastie, on parlait de ça, là on peut commencer à en parler en fait. On a pour 4 ans. Je pense qu'on peut commencer à en parler. Ouais. Quand tu as gagné 2 C1 en l'espace de 11 mois, tu peux commencer à en parler. Ouais. Mais souvent c'est arrivé avec des joueurs, rappelez-vous, où il y avait des trentenaires, beaucoup dans l'équipe. Là,
Bientôt, l'ancien, c'est Dembélé. Non, mais tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire que Dembélé qui n'a toujours pas prolongé. En fait, vous parliez de on fait quoi après? Et alors, la troisième d'affilée, je ne sais pas, mais je pense que sur les 2 ou 3 ans qui viennent, je suis quasiment sûr que Paris fera encore une finale. Ouais, j'ai une question. Peut-être pas l'année prochaine, mais sur les 2 ou 3 ans qui viennent, je suis certain, parce que tu as le matériel, les titulaires. Alors, le cas du gardien, je pense qu'il faudra qu'on l'aborde un jour, parce que est-ce que Safonov est le grand gardien du PSG pour les années à venir? Et là, la saison est terminée. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Quoi. Tu t'en poses, toi, encore? En tout cas, vous mettez ça. Si un mec qui va au bout d'une séance, je vous le jette comme ça. Mais si un mec qui va au bout d'une séance. S'il attaque en août, sûr et certain. Mais je vous ai écouté la dernière fois dans l'émission. Je ne sais plus qui avait dit à juste titre. Il y avait un débat sur Safonov et Raya. Il a dit. On connaît pas ses limites et on ne connaît pas ça encore sa marge de progression. Déjà, il est à très haut niveau. Non, mais tu gagnes la C1 avec lui, tu peux me le retourner dans tous les sens. Je veux dire, comment on peut se poser la question? Comme il n'est pas académique, on n'a pas l'impression d'avoir un gardien all-time. Alors, non, mais je comprends. Mais l'autre question est naïve que je voulais poser, mais je n'ai pas la réponse ou je m'en souviens plus. Luis Enrique, il est sous contrat jusqu'à quand? Il est en train de prolonger, là, non? Non, mais je pose la question. On va je vais pas vous dire. Le MVP. Je crois que Giovanni veut intervenir. Giovanni, on vous donne la main. Oui, sur Luis Enrique, c'est 2027. Ils sont en train de discuter d'une prolongation jusqu'en 2030. Pour ce qui est des gardiens, pour répondre à l'interrogation de Jérôme, la question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier et de faire grimper Renato Marin parce qu'il croit beaucoup au potentiel du jeune portier parisien. Et pour ce qui est du mercato, il y a Bradley Barcola, ça va être un vrai sujet cet été. Il est courtisé par Liverpool et le Bayern Munich. Il n'a toujours pas prolongé, lui non plus. Et pour ce qui est des partants, Kang In Lee et Gonzalo Ramos sont annoncés partants et pourraient être remplacés, à discuter, ça va évoluer, mais par Marnès Akliouche et Julián Alvarez. Ça a été ciblé par les dirigeants du Paris Saint-Germain.